Mesdames et messieurs, c'est un vrai plaisir d'être là cet après-midi et de pouvoir partager avec vous comment une meilleure prise en compte des comportements humains peut améliorer les services publics et les politiques publiques. C'est un plaisir d'autant plus que j'ai reçu ma formation académique ici en Suisse, à Lausanne et à Genève. Donc ça fait toujours plaisir de revenir. En termes de format, ce que je propose de faire, c'est de présenter ces idées et ensuite prendre des questions à la fin de l'exposé. Par contre, je vais vous poser quelques questions de réflexion pendant l'exposé et je vous demanderai alors de discuter quelques minutes avec votre voisin. Donc, le BIT, le Behavioral Insights Team, c'est un nom qui fait plaisir de prononcer, surtout en français, a été créé en 2010 au sein du gouvernement britannique avec la mission spécifique d'appliquer les sciences du comportement aux politiques et services publics. Nous sommes aujourd'hui, comme on vient d'entendre, une entreprise à vocation sociale et nous travaillons globalement avec différents gouvernements et des organisations caritatives. Vu que notre mission est d'aider les gouvernements à résoudre des problèmes sociaux, nous avons travaillé sur des projets qui portent sur les services d'emploi, sur les services de santé, l'amélioration des résultats scolaires, etc. Je vous donnerai plein d'exemples. Voici juste une illustration de quelques pays où nous travaillons actuellement. Donc, notre bureau se situe à Londres. Nous avons également des petits bureaux à New York, en Australie, au Singapour et à Manchester, très exotique. Donc, voilà, une présence assez globale, mais je vais aujourd'hui me focaliser sur des exemples venant du contexte britannique, parce que je pense que c'est un peu plus proche de ce qu'on vit ici en Suisse que des exemples du Mexique ou de Guatemala. La raison principale pour la création du BIT était l'observation que le comportement humain se situe au cœur de la plupart des politiques publiques, qu'il s'agisse de la santé, de la criminalité ou encore des comportements financiers ou environnementaux. En fait, j'irais jusqu'à dire qu'il y a peu de mesures politiques où il ne s'agit pas d'une manière ou d'une autre d'influencer le comportement des citoyens. Alors, si nous sommes d'accord avec cette notion, il s'ensuit qu'afin d'être efficaces, les politiques publiques et les services publics doivent être basés sur une compréhension précise du comportement humain. Et c'est exactement ce que propose cette approche comportementale ou ce que proposent les nudges. Donc, je vais vous parler un peu de ce terme nudge, parce qu'il apparaît assez souvent quand on parle de l'application des sciences comportementales. Le sens direct d'un nudge est un coup de pouce, en fait, comme le fait la maman éléphant ici dans la couverture. Mais ils sont souvent traduits en français comme la méthode douce des politiques publiques. Et on appelle une méthode douce quand les nudges n'ont pas de nature contraignante. Et on verra ça en détail tout à l'heure. Donc, l'idée du nudge a d'abord été introduite en 2008 dans cet ouvrage de Richard Taylor et Cass Sunstein. Ils définissent un nudge comme tout aspect de l'architecture du choix qui modifie de façon prévisible le comportement des gens sans interdire aucune option ou modifier de façon significative les incitations financières. Donc, autrement dit, un nudge consiste d'encourager certains comportements ou certaines décisions sans pourtant forcer l'individu ou changer les incitations financières. Maintenant, l'idée des nudges ou de changement de comportement existe naturellement depuis bien longtemps. Voici une image d'une courbe abrupte au Michigan où au début des années 1900, les voitures devenaient de plus en plus populaires. Et par conséquent, il y avait pas mal d'accidents. Maintenant, en 1917, quelqu'un a eu l'idée assez créative, assez innovatrice, de peindre une ligne blanche au milieu de la route. Ce qui s'est avéré très efficace, qui a eu nettement moins d'accidents
après l'introduction de cette ligne. Donc je trouve que cela représente vraiment c'est un exemple superbe d'un nudge quotidien dont on est tellement habitué qu'on ne se rend même pas compte qu'en fait, c'est aussi une manière d'influencer le comportement. Maintenant, pendant le XXe siècle, et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, les chercheurs en psychologie se sont intéressés d'abord au phénomène de l'influence sociale, aux normes sociales, etc., mais aussi au processus de prise de décision. Et l'une des découvertes les plus importantes de la psychologie cognitive des années 70 était cette idée qu'il y a deux systèmes cognitifs, et surtout que les individus ne prennent pas toujours des décisions de façon réfléchie et rationnelle. Donc, cette distinction entre deux systèmes cognitifs a d'abord été introduite par Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, qui parle d'un premier système automatique, non contrôlé, sans effort, associatif, rapide, inconscient. Donc, c'est ce système automatique qui nous permet, par exemple, de calculer 2 fois 2 très rapidement, ou si on nous demande quelle est la couleur du ciel ou de l'herbe, on répond très rapidement à ces questions, même sans se rendre compte qu'on est en train de traiter de l'information. C'est ce système aussi qui nous permet de se rendre au bureau le matin sans devoir passer 2 heures à planifier quelle route on va prendre, etc. On prend le tram 15, lequel on prend de façon assez automatique. Et donc, c'est là où se met en action le système 1. Le deuxième système est appelé réflectif, car il est contrôlé, il est lent et il est conscient. Donc, ce système-là est nécessaire, par exemple, pour calculer 24 x 17 ou pour planifier un voyage dans un pays exotique. Et ce que Kahneman et d'autres chercheurs après lui ont démontré, c'est que contrairement au manuel d'économie ou modèle classique d'économie classique, c'est que les individus se servent très souvent du système automatique, même quand cela mène à des résultats inférieurs. Donc, un exemple d'une situation où le système automatique ne nous aide pas forcément, c'est quand on doit choisir entre un bénéfice dans l'instant présent, donc disons un gâteau au chocolat délicieux qu'on a très envie de manger, et le bénéfice à plus long terme, par exemple d'avoir une belle silhouette pour l'été. Ce qu'on appelle d'ailleurs dans la recherche un choix intertemporel entre le bénéfice à présent et un bénéfice à long terme. Donc, ce qui se passe, c'est que le système automatique, souvent, préfère le bénéfice à présent. Il n'est pas très fort en termes de maîtrise de soi. Maintenant, pour illustrer tout cela, cette histoire sur le système automatique, je vous propose de faire un simple test de mémoire. Ce serait utile d'avoir un stylo et un bout de papier disponible, si vous en avez avec. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer différentes images. Et votre tâche consiste simplement de vous rappeler d'autant d'images que possible. Est-ce que c'est clair? Vous êtes prêts? Super. Alors, on y va. Je vous pose donc pas de stylo dans la main et je vous montre juste quelques images. Voilà, et maintenant vous pouvez noter toutes les images dont vous vous rappelez. Alors, qui parmi vous s'est rappelé d'une de ces deux images? Ok. Et ensuite, une de ces deux? Ok. Et l'une de ces deux? Ok. Et l'une de ces deux? Presque tout le monde. Bon, c'est difficile de voir dans un public si grand, mais il m'a semblé que c'était un peu plus facile de se rappeler des mots à droite, pomme, docteur ou foot et la France, plutôt que les mots à gauche. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit de ce qu'on appelle en psychologie les effets de l'ordre.
Donc, c'est plus facile de se rappeler d'informations qui se trouvent au début d'un exposé, d'un matériel, par exemple, ce qu'on appelle un effet de primauté, ou bien de l'information qui se trouve à la fin, donc l'effet de récence qu'on a vu en dernier. Donc, si vous vous rappelez, Foot et France, c'était les 2 dernières images de la série. Et puis, il faut que je me rappelle, Pomme et Docteur, c'était parmi les premiers. Donc, si on veut par exemple réfléchir à des endroits où on pourrait appliquer ces 2 effets, c'est par exemple l'emplacement de l'information sur des communications étatiques. Donc, si on veut vraiment que le citoyen prête attention à une information spécifique, il vaut bien le mettre soit tout au début, soit à la fin. Pareillement, moi, quand je vous présente, je vais bien mettre en avant